l'impression que c'est l'eau la plus pure du Sénégal. Tellement elle est belle. Elle vient du Cap Skirring où il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. C'est la pureté absolue. Une très très belle eau. Une eau très naturelle avec un goût assez particulier. Voilà. C'est pas pour faire de la publicité. On parlait de mes goûts personnels. Voilà. J'adore plutôt l'eau casamançaise, quoique j'ai du respect pour tous ceux qui font de l'eau au Sénégal, parce que ce sont des gens qui créent de l'emploi et qui permettent aussi à des Sénégalais de venir travailler, que ce soit l'eau de Kirène, que ce soit les autres eaux, plaisir, etc. Les eaux sont des eaux dont les industries sont au Sénégal, qui créent des emplois au Sénégal et qui permettent à des Sénégalais de gagner honnêtement la vie. Voilà, c'est ça. Mais je crois que j'ai un petit penchant pour la Casamance et peut-être que beaucoup de gens ici ont aussi un petit penchant pour la Casamance, mais je crois aussi que le péricéraire n'est pas si mauvais que ça avec Kirène et les autres marques. Voilà, bien. Alors, je suis heureux aujourd'hui de vous saluer à partir de cette très très belle suite. C'est la suite 303, je crois que les chiffres 3 sont particulièrement magiques. Voilà. Je viens de vous faire un bon petit café et je voudrais me déplacer doucement jusqu'au petit bureau de la suite pour partager avec vous sur le thème de ce soir. Voilà. Bien. Donc nous souhaitons la bienvenue, la Bomba et moi, et nous souhaitons échanger avec vous dans ce cadre magnifique. Malheureusement, la Bomba ne peut pas tout vous montrer. Voilà, mais c'est énorme, il y a de très très belles choses à voir. Voilà, c'est ça. Donc je voudrais, avant de démarrer, quand même demander la permission de prendre mon café pour être en forme, parce que la semaine dernière, ceux qui ont le regard un peu malicieux ont dû comprendre que j'étais un peu malade, et donc je n'avais pas la flèche, j'avais pas la grande forme, et je ne pouvais donc pas, notamment, vraiment voir ce qui se passait. Voilà, donc c'est globalement ça. Bien. Alors, donc je vais me donner la permission, la Bomba, de boire mon petit café. Voilà. Ah, c'est un délice. Le café, ça me rappelle toujours, le petit café, ça me rappelle toujours une signature publicitaire. C'était la signature publicitaire notamment de Danone pour une de ces marques qui s'appelait le Petit Pimouze. Et ils avaient mis comme signature publicitaire petit mais costaud. Voilà. Et je crois que le café, il est petit mais il est costaud. Voilà. Mais je ne vous conseille pas de le prendre le soir, parce que le soir, c'est un peu compliqué et difficile de pouvoir notamment prendre le café, parce que ça peut vous empêcher de dormir. Voilà. Bien. Alors, donc je voudrais vraiment saluer chacun d'entre vous. Je voudrais vraiment saluer chacun d'entre vous, vous dire notamment le bonheur que j'ai en tout cas d'être là pour échanger avec vous sur des thèmes qui sont liés, en tout cas déjà, sur le marketing. Nous avons eu le bonheur depuis, je crois, 4 ou 5 semaines de commencer les émissions de mardi, et on veut parler de tout dans le domaine du marketing. Et on ne peut pas le faire tout le temps, on ne peut pas le faire d'une traite, mais on peut en parler pendant des années, on prendra le temps nécessaire qu'il faudra. Et l'avantage est que je ne suis pas vraiment seul dans cet exercice. Il y a d'autres invités de marque, d'autres invités spéciaux qui sont invités par Marketing TV Monde et qui en réalité traitent aussi de la très très bonne manière des thèmes qui sont liés notamment au marketing. Et ça, c'est au grand bonheur de tous qui aiment le marketing, de tous qui aiment le management et de tous qui voient son utilité. Voilà, bien. Alors, donc je crois qu'au départ, on a parlé sur une première émission de la fonction de représentant commercial en montrant c'était quoi cette fonction, c'était quoi son historique, comment elle est passée d'un statut de fonction délaissée, parce que considérée comme une occupation, à aujourd'hui une véritable fonction
qui est même une fonction quelquefois managériale. On parle de directeur commercial, on parle, etc. C'est très important. Donc ça a été une évolution très importante. On a montré aussi quel était le statut du représentant commercial, quelle était sa mission, son rôle dans l'entreprise. On a parlé des qualités qu'il fallait pour être un excellent représentant commercial. Voilà. On a ensuite fait une émission, je crois, à Ngaparou, pour discuter, échanger, parler avec vous du développement personnel. Je crois qu'un de nos amis en a parlé hier ou avant-hier sur Marketing TV Monde, et c'est très important de pouvoir en tout cas faire converger les savoirs qui sont partagés sur la chaîne. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, l'idée pour nous était de montrer que quand on sort les qualités commerciales pour dire voilà ce qu'il faut comme qualité pour être un bon représentant commercial, il est important que chacun se dise que peut-être que je n'ai pas toutes les qualités, mais si je veux être un bon représentant commercial, j'ai la possibilité d'y aller. Comment y aller? C'est faire son développement personnel, et je crois qu'on avait en tout cas présenté cette émission qui est encore disponible sur le réseau, et vous pourrez aussi revoir les autres émissions qui portent sur le développement personnel pour renforcer, pour en tout cas mieux comprendre, mieux connaître et mieux progresser notamment et vous améliorer. On a ensuite abordé un point important sur le travail du représentant commercial, parce que le représentant commercial, parmi ses rôles, on avait dit qu'il était ambassadeur, on avait dit qu'il était porte-parole de l'entreprise, on avait dit qu'il était négociateur sur le lieu de vente. Et pour négocier, il faut avoir la capacité de se connaître soi et s'améliorer, mais aussi avoir la capacité de connaître l'autre. Donc se connaître soi, on en a parlé, c'est quoi les qualités, comment s'améliorer, c'est bien, on a déjà fait ça. Et on était dans l'autre versant, c'est-à-dire le vis-à-vis. La personne qui est en face de nous, la personne qu'on est censé convaincre, la personne avec qui on va négocier pour avoir un terrain d'entente et l'emmener à conclure avec nous un espace dans lequel nous allons être réciproquement heureux, réciproquement satisfaits. Et dans le travail commercial, c'est au représentant d'amener le client. Le client ne vient pas de lui-même, parce que le client est exposé à de la concurrence. Cette concurrence, elle peut être directe, elle peut être indirecte, mais une concurrence existe toujours, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de produit qui n'est pas de concurrent, il n'y a pas de service qui n'est pas de concurrent. L'entité qui se déclare divine, unique, qui n'a pas de concurrent, a des concurrents. Nous, tous les jours, on fait des choses, où on a des choses, où on a des croyances qui viennent concurrencer Dieu. Si Dieu a des concurrents, imaginez les autres. Donc il n'y a pas de produit qui n'est pas de concurrent, il n'y a pas de service qui n'est pas de concurrent, même si légalement, quelquefois, il y a des entreprises qui ont ce qu'on appelle un monopole. Mais le monopole, que ce soit un monopole de droit ou un monopole de fait, n'exclut pas la concurrence. On pourrait éventuellement en discuter lors de prochains échanges. Mais sachez que le client a toujours le choix. Il a le choix de venir prendre vos services dans les meilleures conditions ou d'aller prendre son argent et d'emmener chez le concurrent, ou d'avoir des comportements qui portent atteinte à votre progrès ou à votre développement. Parce que ça aussi, c'est une forme de concurrence. Voilà. Alors, donc, c'est d'ailleurs dans cette configuration qu'on va dire que le client est un arbitre. C'est l'arbitre du jeu concurrentiel. Le client, en choisissant d'aller vers vous, il va dire au concurrent, ok, je vous donne un carton rouge, je donne un penalty à la marque que j'ai choisie. Et la marque que j'ai choisie va marquer un but. C'est pour utiliser le langage du football qui est très à la mode, je ne suis pas très fort dedans, mais voilà, c'est comme s'il donne un carton rouge au concurrent et vous, il vous donne un penalty pour marquer. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Chacun devrait quand même faire l'effort, en tout cas, chacun devrait faire en tout cas l'effort de pouvoir comprendre que les clients, c'est quelqu'un de très important. C'est à nous d'aller le séduire, parce que c'est nous qui avons besoin de l'intégrer dans notre entreprise, de le prendre comme un client et petit à petit d'en faire un véritable partenaire. Voilà. Alors, aller prendre un client, ça nécessite de le connaître en amont. Et ça, c'est très important. C'est en fait l'essence des 3 dernières discussions que nous avons sur ce que c'est que les besoins. On a ensuite montré que les besoins sont là, c'est des choses qui manquent, c'est une tension, c'est des choses vraiment qui échappent à la volonté quelquefois de l'individu, et souvent même de l'individu, parce que le besoin est naturel. On a montré que les besoins aussi entraînaient, dans certains cas, quand la tension est accrue en tout cas, ce qu'on appelle des motivations. C'est une volonté de l'individu de vouloir réduire sa tension, de satisfaire ses besoins. Et ces motivations peuvent être
pour soi ou pour les autres. Donc, et ça, c'est important parce que tous ces éléments font partie du processus de décision ou d'achat du consommateur. Voilà. Ensuite, on a vu que le client, quand il a des motivations, c'est bien, il a aussi envie d'aller acheter. Enfin, il a envie du moins de pouvoir faire son choix. Et quand il fait son choix, avant d'arrêter son choix, il y a des processus en amont. Et parmi ces processus, je crois que la dernière fois, on avait parlé des attitudes. Et l'attitude, c'est un aspect très important. Je vous avais dit qu'il y a des applications dans tous les domaines. Il y a des applications dans le marketing, dans la communication, dans la vente, dans plusieurs domaines. Hein, où les attitudes sont utilisées. Souvent, les gens qui aiment les termes de AIDA, tout ça, etc., ou ceux qui sont dans le SIDA, qui parlent de EDSCOM, enfin, tous ces trucs que vous voyez là, notamment qu'on utilise en marketing commercial, ou en marketing social, ou en marketing politique, etc., sont issus de la théorie de la hiérarchie des effets, qui, elle, a trouvé comme fondement, en réalité, la logique des attitudes, c'est-à-dire les trois composantes, la composante cognitive, la composante affective et la composante conative, qui est la composante décision. Et on avait même vu que dans le marketing moderne de la fidélisation de la clientèle, les entreprises qui veulent fidéliser aujourd'hui, fidéliser un client, comme je l'ai dit, on en parlera un jour, je ne sais pas quand, mais on trouvera un jour pour en parler. Fidéliser les clients, c'est les conserver de leur gré et leur donner envie eux-mêmes de ne plus partir. C'est ça la fidélisation. Voilà. Et pour avoir quelqu'un, le garder et que cette personne n'ait même plus envie de partir, il faut créer ce qu'on appelle un effet d'inhibition. Il faut que l'individu soit dans une situation où il a d'office une préférence. Et l'effet de préférence, on a montré que quand le client vient et qu'on respecte le processus, en tout cas, de filtrage de l'attitude, en le mettant dans le meilleur confort, dans le meilleur agrément, pour qu'il puisse connaître nos produits, comprendre comment ça fonctionne, voir l'intérêt du produit, lui donner envie d'acheter, lui montrer en quoi est-ce que ce produit colle bien à sa personnalité, que c'est vraiment la meilleure réponse qu'il peut avoir, et donc flatter les aspects affectifs, ben ça va l'emmener à acheter. Quand il achète une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je veux dire, à chaque fois le processus marche, après ça va être besoin, achat. Il va sauter le cognitif et l'affectif. Et c'est pourquoi? Parce que vous avez complètement neutralisé ces deux, en lui montrant que c'est plus la peine de s'en faire pour le produit à choisir ou pour les conditions d'achat et la qualité de réponse du produit ou du service par rapport à vos besoins. Il se dit c'est plus la peine, j'ai besoin, je choisis directement la marque. Ça crée un effet d'inhibition donc du cognitif et de l'affectif. Le client va directement, par sa préférence, aller vers le cognitif, c'est-à-dire choisir la marque. Donc ça c'est particulièrement important. Et je crois que les étudiants qui en fait sont dans les business schools, en tout cas dans les universités, qui font des cours, notamment de marketing, voilà, je crois que c'est vraiment ça l'intérêt des attitudes. L'idée pour moi, c'était en tout cas une contribution pour eux, mais l'idée pour moi aussi, c'était de discuter avec des professionnels pour leur montrer que les clients, ils n'achètent pas n'importe comment. Et il y a des facteurs quelquefois qui ne sont pas du tout importants, enfin qu'on peut penser ne pas être importants, alors que c'est des facteurs très 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 décisifs. Voilà. J'avais rappelé au début de mon intervention, en cas sur la première émission du mardi, qu'il faut toujours se rappeler de l'orientation client. Je vous conseille de temps en temps de revenir sur les anciennes émissions. L'orientation client, c'est fondamental. C'est très important de comprendre que ce qui est décisif, comme disait Peter Drucker, c'est ce que le client pense qu'il est en train d'acheter et qu'il considère être de la valeur. Et que l'achat repose sur deux facteurs-là, c'est le facteur psychologique de l'achat, mais surtout l'appréciation subjective par le client. Et il n'y a rien d'objectif en vente. Le client, il achète par rapport à ses propres feelings, et je voudrais que chacun il fasse attention et qu'on ne soit pas là à dire que les clients sont capricieux, etc. Ben, ils sont là pour être capricieux, ils sont là pour nous amener ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qui ressemble à leur personne, et nous devons être des caméléons pour nous adapter à tout ce que le client veut, tant que bien sûr les conditions de la négociation garantissent en tout cas un accord win-win. C'est aussi simple que ça, parce que c'est la condition, on n'aime pas les win-lose. Bien. Alors, aujourd'hui je voudrais, en droite ligne de ce qu'on avait dit, vous entretenir d'autres aspects dans le processus d'achat, dans le processus psychologique de choix du consommateur, parce que c'est vraiment ça l'idée. C'est vrai qu'on parle de comportement d'achat, mais c'est vraiment des facteurs plutôt psychologiques. Le comportement est physique. Le comportement, c'est quand tous les facteurs psychologiques sont réglés qu'on va vers les comportements. Donc le comportement est plus du niveau conatif, quand on regarde l'attitude. Mais ce qui est le plus important, c'est le cognitif et
l'affectif, c'est vraiment psychologique, ça se passe dans la tête du client. Le comportement d'achat, mais non, ce n'est qu'une conséquence, en tout cas, de la décision du client d'acheter ou de ne pas acheter, et qui résulte du filtrage. Voilà. Bien. Donc, il y a un autre aspect qui va être très intéressant, parce que quand vous réussissez éventuellement à, en tout cas, bien mettre le client dans le confort, en tout cas, si vous voulez que le client soit dans le confort de bien connaître le produit, de bien connaître à quoi ça sert, de l'aimer et de vouloir l'acheter, il faut comprendre que quelquefois, vous êtes soumis à quelques contraintes qui sont liées au client lui-même, et il est important de comprendre ces contraintes, ou en tout cas de les lever. Voilà. Et c'est dans cette idée qu'un chercheur, en tout cas un auteur qui s'appelle Fessinger, disait que quelquefois le client a un conflit de motivation, ce qui va déclencher ce que lui il va appeler la dissonance cognitive. Et ça, c'est un phénomène très important à comprendre. Et je crois que pour étayer son propos, il avait utilisé une très belle image, c'est notamment l'image de l'âne de Buridan, qui était mort faute de déterminer s'il avait d'abord faim ou d'abord soif. Et il courait vers le foin, ensuite il se disait non mais j'ai d'abord soif, il courait vers l'eau, ensuite il s'est dit non mais enfin quand j'ai d'abord faim, etc. Et entre les deux, il est mort en fait, il est mort de faim et de soif, parce qu'il n'avait pas décidé s'il avait d'abord faim ou d'abord soif. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que quelquefois, on a une motivation, on est engagé, on a envie d'une chose. On est vraiment charmé par les effets cognitifs, on sait à quoi ça sert, on aime bien, voilà. Et du point de vue affectif aussi, on se dit oui, ça m'irait très bien, je voudrais bien, voilà. Mais il va y avoir quelquefois des facteurs affectifs qui vont venir contrecarrer l'information que vous fournissez au client, ou l'information que le client va recevoir de votre organisation ou de votre marque. Et ça va créer un inconfort chez le client, une situation particulièrement difficile. Il va se dire, ce qu'il me propose, j'aime bien, mais il y a aussi des choses dedans que je sais et qu'il ne me dit pas, qui en réalité sont des choses qui sont contraires à ce que je veux. Okay? C'est le cas très classique, notamment, je prends un exemple très simple d'un fumeur de cigarettes. Voilà, qui va dire, ok, moi je veux vraiment fumer parce que ça me procure des bonnes sensations, ou quand je suis un jeune, quand je fume, ça me donne l'air d'être un garçon viril, etc. Ou quand c'est une fille, elle va dire, je fume, ça montre que je suis une fille en tout cas, je ne sais pas comment vous l'appelez, une fille épanouie, ou en tout cas une fille libre, vraiment, je ne sais pas, je crois que c'est comme ça que ça se passe, voilà. Mais derrière, il va y avoir un frein. Le frein, ou en tout cas, c'est qui va être comme information négative, qui va venir refroidir votre envie de fumer, ça va être, attention, la cigarette tue. Et ça, heureusement, la loi, dans le cas de la loi, par exemple, au Sénégal et dans le monde d'ailleurs, on a imposé maintenant aux cigarettiers de dire aux gens, la cigarette tue. Mais ce qui va se passer, c'est que vous avez envie de fumer, c'est très bon, voilà, ça vous donne de très très bonnes envies, mais derrière, on va vous dire, attention, c'est pas bon la cigarette, ça va vous tuer, ça va vous donner des cancers, ça réduit votre vie, etc. Et au moment d'acheter une cigarette, par exemple, vous allez avoir une dissonance en vous disant, j'ai bien envie de fumer, mais aussi la cigarette est interdite, ou bien en tout cas, enfin pas interdite, mais la cigarette n'est pas bonne pour ma santé. Et j'ai envie de fumer pour mon bien-être, mais la cigarette, en me donnant ce bien-être-là, contribue aussi à gâcher mon bien-être à moyen terme ou à long terme. Et ça crée une dissonance. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et qui font que quelquefois, quelqu'un qui a envie de fumer, ou qui veut entrer dans la consommation de la cigarette, va chercher de faire un basculement entre notamment les bénéfices et les pertes, et ça va l'amener à hésiter à acheter un produit. Voilà, bien. Maintenant, il y a d'autres cas où ça se fait, hein, où ça peut être des freins en fait, qui vont être liés au prix, ou la peur d'être ridicule, ou la peur de faire un mauvais choix, qui vont faire que l'individu va se dire, j'ai bien envie d'acheter, mais il y a des informations, des idées contraires à ma volonté, et qui risque d'être un frein pour moi, et le client va être dans une sorte de situation d'expectative. Voilà, on a pris le cas de la cigarette, on peut prendre le cas de l'alimentaire de manière générale. Aujourd'hui, le discours qu'on a depuis les années 80, d'ailleurs, depuis les années 80, il y avait la mode du light, ensuite il y avait la mode du bio, ensuite il y a les alicaments, aujourd'hui on est vraiment très avancé dedans, voilà. Mais la mode du light, c'était vraiment ça. C'était un moment où les gens se disaient, j'ai envie de manger, gourmand, gourmet, c'est très bon.
Mais après, on se rend compte, attention, quand on mange ce qu'on veut, qui est très bon d'ailleurs, qui vraiment va flatter les papilles gustatives, nous remplir le ventre, nous faire dormir, en train de nous amener un bonheur interne inqualifiable. Voilà, c'est extraordinaire. Ce qui va se passer, c'est que derrière aussi, ça crée des dégâts du point de vue sanitaire. Voilà, et ça va être important. Et les marques, notamment, en certains moments, dans les années 80, on se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour quand même amener les gens à pouvoir continuer à manger, à se délecter, sans avoir peur, notamment de perdre en tout cas leur poids ou leur santé. Voilà, ça a amené un peu la mode du light dans les années 80. Et c'est vrai que certaines marques, notamment, je ne vais pas citer de marque particulière parce que j'ai travaillé dans ce domaine à Paris, certaines marques ont compris très tôt que c'était même pas un effet de mode, c'était une tendance de la consommation et qui a fait que les gens ont créé le bio. Voilà. Et le bio, c'est vraiment, on mange bien, mais au début, le bio, c'était on mange, c'est quelque chose qui n'a pas de goût, c'est bon pour la santé, c'est pourquoi le bio ne marchait pas avant. Et après, il a fallu les grosses marques, que je n'ai pas envie de citer aussi jusqu'à présent, qui en réalité vont faire des produits allégés, des produits bio, qui répondent à des normes comme les normes Nature et Progrès, ou bien comme les normes AB, qui sont certifiées par EcoCert notamment, et qui permettront d'avoir des produits qui sont faits à la basquaise, à la provençale, etc., qui vont avoir des épices, etc., ou bien qui vont être faits au fromage, au cèpe, etc., et tout, et qui va faire que les gens vont se dire, ok, il y a une possibilité de se délecter et de réduire les tensions, en cas les difficultés qui sont liées notamment à la santé. Voilà. Bien. Et ça a été une manière pour les marques de dire, on sait que le client veut manger quelque chose de bon pour lui. Mais deuxièmement, il y a une autre information qui lui dit, ok, si tu manges beaucoup ce que tu aimes bien, tu risques d'avoir des problèmes de santé parce qu'il y a les gras, il y a le cholestérol, il y a énormément de problèmes qui peuvent venir de ça. Et derrière, les marques se sont dit, ok, pour réduire ça, pour réduire cette peur, pour réduire cette inhibition, on va essayer notamment de faire des produits dans lesquels on va réduire en fait le risque perçu par le client pour pouvoir l'amener à consommer. Ça, c'est important. Alors, les dissonances cognitives, quand un individu, un client fait face à une dissonance cognitive, vous pouvez le savoir ou ne pas le savoir. Mais en principe, vous devez le savoir. Parce qu'un représentant commercial, ou toute personne en tout cas qui travaille dans le contact avec la clientèle, doit être quelqu'un d'extrêmement fort dans ce qu'on appelle l'empathie, dans ce qu'on appelle l'écoute active, qui est différente de l'écoute passive, on reviendra là-dessus. Ça va être quelqu'un de très très fort dans l'observation. Parce que dans la communication professionnelle, le verbal c'est 10%, il y a 90% qui sont des non-dits. Et il faut savoir vraiment écouter l'autre, il faut savoir l'observer pour pouvoir le comprendre. Et surtout, saisir comme ce qui est au fond de sa tête, c'est-à-dire son inconscient, comme le disait Sigmund Freud. Hein. Ce qui est le plus important, c'est pas ce qui est apparent, mais ce qui est caché dans l'inconscient. Et ça, généralement, c'est peut-être quelquefois c'est rare que ça soit dans les mots, sauf dans ce que Freud appelait les actes manqués, mais généralement, c'est vraiment dans une observation très approfondie qu'on va pouvoir saisir les aspects qui sont en tout cas dans l'inconscient de votre interlocuteur. Voilà. Bien. Maintenant, quand l'individu est en face de ça, il y a réellement que lui-même, il va chercher à sortir de cette situation. Parce que c'est une situation d'inconfort, c'est une situation où l'individu est inerte, c'est-à-dire il ne va rien faire. Et s'il ne fait rien aussi, il ne règle pas son problème, comme l'âne de Buridon. Mais nous sommes des êtres humains, nous, donc nous cherchons toujours à avoir des solutions. Donc les consommateurs vont chercher notamment à recourir à plusieurs tactiques. Le consommateur peut chercher à faire une surévaluation artificielle de l'information. Okay? Quelquefois, par exemple, ça va être oui, mais il paraît que la cigarette, c'est pas bon pour la santé, mais en fin de compte, c'est que 0,8 grammes ou 0,6 grammes de nicotine, en fin de compte, ça ne peut tuer personne. Il paraît qu'il faut fumer au moins 3 paquets par jour pour mourir au bout de 50 ans. J'en suis pas encore là, je fume pas beaucoup, etc. Il surévalue, notamment, ou bien en tout cas, il va sous-évaluer un impact pour pouvoir consommer, en tout cas se décider à acheter. L'autre facteur qu'il va utiliser, c'est le dénigrement systématique de l'information. Ça va être oui, mais ils nous disent qu'il ne faut pas consommer de viande parce que la viande c'est pas bon pour la santé. Oh, c'est pas vrai, mes grands-parents ont mangé tout le temps, mes parents ont mangé du porc, ils mangeaient de la viande, ils étaient fous de ça, ils mangeaient de la charcuterie, ils ont vécu jusqu'à 100 ans. C'est faux, c'est un dénigrement. Ça peut permettre, les clients utiliser un peu cette astuce
pour se soulager lui-même et aller vers l'achat du produit. Voilà. L'autre aspect, c'est la perception sélective sur le produit et ses concurrents. Voilà, ça va être, oui, mais on dit que la viande, c'est très mauvais, mais bon, je sais que telle marque, vraiment, ils sont différents des autres, leur viande est plus élaborée et leur viande, en tout cas, est moins nocive que les autres viandes. Donc ça aussi, c'est un effet psychologique pour pouvoir surmonter sa gêne, d'accord? L'autre aspect, c'est la modification de l'attitude actuelle. C'est-à-dire, il peut se dire, ok, je sais que votre produit est très mauvais, etc., parce qu'il y a de la viande et tout, et moi, j'aime pas le cholestérol. Il peut commencer par se dire, mais en fin de compte, c'est quoi le cholestérol? Je l'ai jamais vu, ça m'a jamais tué. Pourquoi est-ce que moi, je dois détester le cholestérol? En fin de compte, tout ça vient de Dieu, mais on va manger de toute façon, mais non, je vais plus me méfier, je vais manger. Il modifie sa perception, sa propre perception des choses, donc il modifie son attitude actuelle, voilà. Ou bien il va aller vers le renforcement de l'attitude préexistante par la recherche de nouvelles informations, voilà. Vous êtes tous bombardés sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, ou sites en tout cas d'informations, vous êtes souvent bombardés d'informations ou de vidéos ou d'articles qui vont vous dire en fait vos croyances ne sont pas vraies, les portables ne sont pas nocifs pour les oreilles ou pour le cerveau, en fin de compte la cigarette ça ne tue pas, en fin de compte le cholestérol, etc. Donc quelquefois l'individu va rechercher ces types d'informations, ce qui lui donnera plus de confort pour asseoir ses convictions et un peu en fait cacher ou en tout cas rendre quasiment inexistant sa peur, alors que la peur reste toujours là. Voilà, bien. Alors, donc c'est vrai que c'est un peu confus tout ce que j'explique, mais c'est juste pour vous dire que quelquefois, le consommateur va avoir un conflit de motivation ou en tout cas un conflit de ce qu'il veut. Je veux fumer, mais je veux aussi garder une bonne santé. Et dans la cigarette, ben, il y a le fait que c'est mauvais pour la santé. D'accord? Je veux manger de la viande, je veux manger des produits gras et tout, parce que c'est très bon, c'est des fast-food, c'est très bon, c'est gustatif, c'est bien. Mais derrière aussi les fast-food, peut-être que si j'exagère, c'est pas du tout bon pour ma santé. Et ça crée un inconfort. J'ai envie de ça, mais dans ça, il y a quelque chose aussi que je n'aime pas. Donc ça crée un conflit. C'est ce qu'on appelle notamment la dissonance cognitive. J'en parle. C'est très important pour vous qui travaillez dans le domaine de la relation clientèle. Les entreprises ont des stratégies. Je vous ai donné tout à l'heure la stratégie d'une entreprise, par exemple, par la création de certaines modes, comme la mode du light, et après, on va dire aux gens, on va vers le bio, on parle d'alicaments, etc. Tout ça, c'est une stratégie pour amener les clients à en tout cas, minimiser les risques et plus, en tout cas, plus renforcer la motivation et passer le cap pour consommer. Voilà. D'autres entreprises, notamment, vont utiliser d'autres astuces. Le fait, par exemple, comme vous le voyez dans l'industrie tabagique ou dans l'industrie du médicament, vous l'avez tous vu, vous voyez tous les jours ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que quelquefois, les entreprises vont se dire, OK, on va utiliser des moyens très très forts, on va rechercher des scientifiques qui vont nous faire des articles pour contrebalancer ce que les clients pensent qu'il est vrai. Et voilà, ça vous le voyez dans le domaine de la téléphonie mobile, dans le domaine des médicaments, dans le domaine des vaccins, dans le domaine de la cigarette, dans le domaine notamment du téléphone, dans le domaine des connexions technologiques. Tous les jours, ça se passe. Les entreprises font ça pour dire, je vais donner aux clients d'autres informations qui vont minimiser en tout cas son risque ou sa connaissance du risque, ou bien en tout cas le degré du risque tel qu'il le perçoit. Et l'idée, c'est de désarmer la dissonance cognitive pour amener les clients à facilement prendre la décision d'achat. Alors, ça c'est ce que l'entreprise fait. Mais vous, en tant que quelqu'un qui est en relation avec la clientèle, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment est-ce qu'il faudrait faire? La première chose à faire, bien sûr, c'est de chercher à essayer de comprendre, ou en tout cas d'abord d'identifier l'existence même de cette dissonance cognitive. Parce que cette dissonance cognitive, comme les freins dont on parlera à la suite, ce sont des marques d'intérêt du client qu'il va exprimer verbalement ou non verbalement sous forme de ce qu'on appelle des objections. Okay? L'objection, on en reparlera dans la négociation, l'objection, c'est un signe d'intérêt du client qui peut être verbal comme il peut être non verbal. Et l'objection n'est rien d'autre qu'un doute que les clients expriment. Hein? Mais comme je le dis, si vous ne le regardez pas, vous risquez de passer à côté de l'objection. Et il faut toujours voir les objections. Parce que la seule chose qui vous empêche de vendre quand vous êtes un bon négociateur, c'est ne pas surmonter les objections, parce que le client, dans sa tête, il n'achète ou il adhère à ce que vous proposez que quand c'est clair et admis dans son esprit. Mais quand dans son esprit, il y a des doutes,
il va toujours se dire revenons plus tard, on va voir ça plus tard, laissez-moi le temps de voir ça, ce sera une prochaine fois, en fin de compte, j'en ai pas si besoin que ça, etc. Parce qu'il doute. Mais ce doute-là, il faut vraiment le voir. Il n'y a pas que le parler, comme je vous le disais, le parler c'est 10%, mais il y a 90% de gestuels, de mimiques qui vont en réalité vous renseigner sur ce qu'il y a dans l'esprit du client. Voilà. Et c'est pourquoi, ça aussi on le traitera peut-être lors de la prochaine émission sur les techniques de découverte du client. Savoir connaître le client c'est une chose, mais comment le découvrir c'est autre chose. Ça, on en parlera lors de la prochaine émission, si on est encore toujours là en tout cas, et je le souhaite. Voilà. C'est tout simplement qu'il faut écouter. Il faut observer, il faut utiliser ce qu'on appelle les techniques de communication appliquées à la vente, on en reparlera. Il faut utiliser les techniques parapsychologiques appliquées à la vente, on en parlera aussi lors de la prochaine émission, qui vont permettre de déceler l'existence d'une gêne chez les clients à un certain moment de l'échange. Soit parce qu'il s'est refroidi, il devient moins engagé que dans la discussion, soit parce qu'il commence à vous dire mais en fin de compte j'ai envie d'avoir plus de précision, il revient sur les questions que vous aviez déjà traitées pour avoir plus d'informations, voilà. Ou bien en tout cas il est dans les signes, dans ce qu'on appelle des signes ou des positions de retrait. Ça en PNL on vous dit que c'est voilà, ou quand il est vraiment dans les positions de fermeture, et ça vous le voyez en PNL, on va vous dire que dans les cas comme ça veut dire que le client n'est plus en synchronisation, il se désynchronise. Et quand les clients se désynchronisent, ça pose un problème, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait que je puisse utiliser toutes les ressources possibles pour voir qu'est-ce qui ne va pas, parce que si vous ne le voyez pas, vous ne pourrez pas y apporter la meilleure réponse. Voilà. Et maintenant, il faut, dans la négociation, utiliser les mêmes techniques ou les mêmes stratégies que les clients de réponse à la dissonance cognitive. C'est-à-dire, quand le client a une dissonance cognitive, lui, s'il a vraiment envie ou s'il est convaincu, il va faire ce qu'on appelle une surévaluation de l'information. Voilà, donc il va se dire peut-être que oui, vous me dites que la viande c'est un problème, enfin bon, vous dites que votre viande est bonne, mais c'est vrai comment on me dit que la viande, il y a trop de cholestérol, la viande rouge, il ne faut même pas le manger le soir, etc. Écoutez, il faut essayer de le rassurer pour lui montrer que même s'il y a des difficultés sur la viande, tous les produits ont du nocif et du positif. Et là, la viande notamment, vous ne le consommez pas tous les jours, vous lui donnez tous les attributs ou tous les avantages liés à la vente, ça va lui permettre de surévaluer cette information-là et de se dire, en fin de compte, vous avez parfaitement raison, c'est vrai que la viande a du nocif, mais votre viande, je peux la prendre parce que, en fin de compte, si je n'abuse pas, je peux l'utiliser en évitant notamment les effets négatifs. Ça, c'est une technique qu'on peut utiliser pour aider le client à surmonter la dissonance cognitive. Voilà. Mais attention, en vente, on ne ment pas. Un client qui vous dit on m'interdit le cholestérol, ne le forcez surtout pas à acheter les produits qui ont le cholestérol. Ça, je vous le dis vraiment, je l'ai dit dès le début, la vente ne s'accommode pas du mensonge. On ne ment pas aux clients parce qu'au tôt ou tard, vous le saurez, enfin on vous prendra à la main dans le sac, mais ça peut avoir des conséquences dramatiques. Vous pouvez mentir à un client qui mange votre produit et il meurt. Voilà. Et si le médecin décèle, ça peut vous emporter d'autres problèmes encore. Et on ne voudrait pas que les clients meurent, on voudrait qu'ils vivent le plus longtemps possible, qu'ils soient le plus riches possible pour qu'ils puissent nous enrichir le plus possible aussi. Voilà. Bien. Donc, l'autre aspect, c'est le dénigrement systématique de l'information. Bon, alors, vous en tant que vendeur, il faut dénigrer une information quand vous avez des arguments qui sous-tendent votre thèse, ou en tout cas votre proposition. Quand les clients vous disent, oui, votre produit, votre viande a beaucoup de cholestérol et ce n'est pas bon pour la santé, et que vous avez en tout cas des analyses qui ont été faites en laboratoire par votre entreprise qui montrent les taux de cholestérol, la contenance en acides gras aminés, etc., en acides essentiels, etc. et tout, vous pouvez lui dire, bah, écoutez monsieur, c'est vrai que le gras n'est pas bon, mais nous, notre viande a été traitée et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on a notamment X%, 10%, 20% de matière grasse en moins, ou bien nous avons enrichi notre produit de vitamines essentielles, ou en tout cas d'acides aminés, je ne sais pas le langage médical, qui va faire que notre produit va être moins nocif que les autres. Mais quand vous utilisez cet argument pour amener les clients à dénigrer l'information qu'il a et sauter pour aller vers votre proposition, il faudrait que votre argumentation soit étayée. Il faut qu'elle soit scientifiquement étayée, ou en tout cas qu'elle ait une base. Il ne faut pas mentir aux clients, j'insiste là-dessus. Ne dites pas aux clients des choses que vous ne maîtrisez pas,
Ça, les gens qui le font, c'est ce qui font que beaucoup de gens ne respectent pas les vendeurs. Et c'est un métier qui doit être respecté. Et nous ne sommes là, pas là pour mal servir les clients, mais pour bien les servir. Et surtout, comme disait Joe Girard dans ce merveilleux livre de Peters et Waterman qui s'appelle Le prix de l'excellence, Joe Girard disait que convaincre un client d'acheter, c'est extrêmement simple. La vraie vente, c'est garder le client pour longtemps. Donc, convaincre quelqu'un d'acheter, c'est simple. Mais si vous voulez convaincre quelqu'un et vouloir en faire un client, le garder très sérieusement, il ne faut pas lui mentir. La confiance, le mensonge enlève la confiance et ça, c'est très mauvais. Je ne le conseille à aucune personne qui est dans la relation client, quel que soit par ailleurs le job qu'il fait dans la relation client. L'autre aspect, c'est la perception sélective sur le produit ou celui des concurrents. C'est la même chose. C'est l'amener à voir que les marques ne sont pas les mêmes, que les produits ne sont pas les mêmes, quitte à lui montrer en situation réelle pour qu'il puisse voir la différence lui-même et se dire en fin de compte, ce dont j'ai peur, c'est plus sur les marques des concurrents que sur votre marque. Mais là aussi, toujours étayer avec des preuves. L'argument, l'équation de l'argument, c'est caractéristiques, avantages, preuves. Vraiment, ne l'oubliez pas. Caractéristiques, avantages, preuves. C'est un bénéfice qu'il faut étayer. Il ne faut jamais dire qu'on a un bénéfice comme ça en l'air. Il faut sous-tendre le bénéfice. Voilà. L'autre aspect, c'est réellement que vous pouvez amener le client pour vouloir changer ou en tout cas modifier son attitude actuelle. Je ne vous conseille pas de le pousser à le faire parce que le client a des convictions. Quelqu'un peut vous dire, j'aime bien votre viande, mais je ne mange pas de viande. Ce n'est pas la peine de le convaincre de manger de la viande. Vous ne savez pas pourquoi il mange de la viande. Vous pouvez par contre discuter avec lui. Il peut vous dire, ben, je ne mange pas de viande parce que une fois j'ai acheté une marque, ça ne m'a pas plu, depuis lors je déteste la viande. Dans les cas comme ça, oui, on peut le ramener. Mais quand quelqu'un, pour des raisons idéologiques, ou en tout cas des raisons très très profondes en lui, c'est une croyance en lui, dit je ne veux pas de viande, ne cherchez pas à le faire changer d'avis, sinon ce serait que des dégâts plus tard. Voilà. Bien. L'autre aspect, c'est si le client vous dit, ok, votre viande, il paraît qu'il y a 8 fois plus de cholestérol sur la viande de mouton que sur la viande de lapin, vous pouvez dire, écoutez monsieur, je n'en suis pas sûr, si vous ne savez pas, vous pouvez demander bien demander au client, ah bon, et pourquoi il pense ça? Il a vu ça quelque part, il a entendu. Le client peut lui dire, moi j'ai entendu. Il va dire, écoutez monsieur, moi je n'en suis pas sûr, parce que nous avons une viande d'une très très bonne qualité, qui est très bien consommée, qui est très bien achetée, qui est dans les mêmes standards que la viande. Et je n'ai jamais vraiment vu une information comme ça. En tout cas, je serais très très heureux avec vous de chercher des informations supplémentaires pour voir si ce degré ou en tout cas cette différence-là est vraiment établie. Mais d'ici là, je voudrais quand même vous proposer notre produit qui a telle et telle caractéristique. Voilà. Donc ça, c'est des astuces que je voulais vous donner en tout cas à ceux qui sont dans la vente, dans la négociation, dans la relation client, pour comprendre que le client, quelquefois, quand il vient, il a envie d'acheter ou de consommer votre produit ou votre service, mais derrière, il a aussi d'autres informations dans sa tête qu'il sait qui sont importantes pour lui et qui en réalité sont en contradiction avec ce que vous lui proposez et qu'il veut bien. Donc il a lui-même un conflit intrapersonnel, il a un conflit personnel entre ce qu'il veut, mais qui en même temps aussi comporte des choses qu'il n'aime pas. Ça crée une dissonance et je vous ai montré, en tout cas je vais donner des astuces pour dire comment aider le client à surmonter les dissonances. Et j'insiste toujours, ne mentez pas au client. Ne lui donnez pas de fausses informations, ne l'emmenez pas à consommer un produit qui est contraire à ses convictions, contraire à son état de santé. Ça, c'est des choses qui sont contraires à la morale, c'est contraire à l'éthique, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le marketing est un métier, et c'est un métier qui a de l'éthique, qui a une très grande éthique professionnelle dans le marketing. Maintenant, l'utilisation du marketing, ça c'est autre chose. Si les gens qui utilisent le marketing le font mal, ça c'est eux qui sont mauvais. Il faut les recadrer, les amener pour qu'ils puissent le faire bien. Maintenant, le marketing, on peut l'utiliser dans tous les domaines. C'est comme je le dis souvent, les mafiosi font du marketing, les religieux font du marketing, les hommes politiques font du marketing, c'est comme la comptabilité. Tout le monde fait du marketing, donc le domaine d'application du marketing, ça, c'est vraiment pas un problème éthique. Par contre, la manière de le faire, oui, il y a vraiment de l'éthique, d'autant plus que dans chaque métier, il y a de la déontologie. Voilà, bien. Alors, je voudrais aborder sur 2 points, parce que je suis un peu en forme ce matin, je suis dans une très très belle suite de l'hôtel Collénia. J'ai pris un café énorme, vous avez vu la machine qui m'a servi un café
délicieux. Vraiment, j'ai ma belle eau casamançaise, notamment du grand Eugène Ndiaye, que je salue. C'est le directeur général de la Casamançaise, qui est un homme exceptionnel et qui nous fait goûter une eau énorme. Cela n'empêche en rien toute l'admiration que j'ai pour notamment l'eau Kyrène, l'eau Plaisir et toutes les autres eaux qui sont vendues au Sénégal. Parce que moi, je prends une entreprise. Pour moi, toutes ces entreprises créent de l'emploi, créent de la valeur. Et il faut toutes les soutenir, notamment, ça c'est absolument clair. C'est pour vous dire que je ne fais pas une publicité, mais j'ai quand même le droit de dire que j'apprécie particulièrement cette eau, même si quand je ne la vois pas, je prends une autre eau, mais toujours une eau sénégalaise, je ne prends pas d'autres types d'eau. Voilà. L'autre aspect maintenant, donc, sur notre échange, dans cette belle suite 303, avec ce bureau fait uniquement avec tout ce qu'il faut, la clé, j'ai ma télé ici, j'ai un petit salon pour accueillir des gens, voilà. Et je ne vous parle pas de la chambre du reste, ça donne 2 compartiments avec un confort énorme, voilà, donc c'est ça. Alors, concernant les freins maintenant, il est important de savoir qu'il y a des freins. Donc tout à l'heure, j'ai embrayé un peu sur les freins en disant, attention, quelquefois l'individu a une motivation, mais il a une motivation inverse qui crée de la dissonance. Maintenant, il est important de se dire, qu'est-ce qui peut empêcher les clients d'acheter? Qu'est-ce qui peut empêcher les clients d'acheter? Parce que quand on a une dissonance, elle peut être surmontée comme elle peut ne pas être surmontée. Mais quelquefois, l'individu va être affecté d'informations ou en tout cas de facteurs psychologiques qui sont liés à sa personnalité, qui sont liés à sa culture, qui sont liés à son éducation, qui sont liés à son vécu, qui au-delà des dissonances va réellement l'amener à se dire « j'ai peur, j'ai peur ». Et la peur est humaine, la peur est naturelle. Nous tous, il nous est arrivé d'être en face d'un produit, dans un magasin, de tomber sur un produit, le regarder, le prendre en main, regarder ce qu'il y a comme information, se dire « ah c'est génial ». On regarde s'il y a des gens qui achètent ça, on ne voit personne, on le dépose, on s'en va dans un autre rayon. Mais après, on revient encore pour regarder. On regarde pour voir. Ensuite, on essaie de se rassurer pour trouver est-ce qu'il y a un merchandiser qu'on peut appeler et lui dire mais monsieur, pardon, ce produit-là, c'est quoi, etc., etc. Pourquoi? Pourquoi ne pas amener le produit? Parce qu'on a peur. On a peur. On a peur de quoi? Les peurs peuvent être différentes. La peur peut être une peur de choisir un produit de mauvaise qualité. On peut se dire le produit est très beau, il est bien emballé, il a de très bonnes certifications. C'est un produit qui, en tout cas du point de vue des informations que je recherche, sont là. Mais nous tous, en tant qu'êtres humains, nous tous, on se dit quelquefois, c'est trop beau pour être vrai. Et est-ce que ce n'est pas un leurre et qu'en réalité, ce produit ne correspond pas réellement à ce que je veux? Quelquefois, comme nos amis mercanticiens comme Laïman Bassek sont très forts. Aujourd'hui, tu vois des designs sur des packaging qui sont énormes. Quand vous voyez le produit, vous regardez ce que vous pouvez faire avec, on vous montre un beau plat ou un truc comme ça, vous avez envie tout de suite de prendre. Mais quelquefois, vous vous dites, attention, j'ai acheté une fois, j'ai été déçu, est-ce que cette fois-ci, ça va marcher ou pas? Donc le client peut, dans un processus de négociation ou dans un processus d'achat, aller jusqu'à un certain point et s'arrêter. Pas parce qu'il a des idées contraires à ce que vous lui proposez, pas parce qu'il a une information contraire à ce que vous lui proposez, donc il n'y a pas de dissonance en réalité. Il a de bonnes informations, il est d'accord sur les informations que vous lui donnez, il est d'accord sur ce que vous lui proposez, mais il a lui-même, dans son vécu, dans sa personnalité, dans son expérience d'achat, il a eu des échecs, ou en tout cas il a eu des mauvaises surprises qui vont faire qu'il va se dire est-ce que je ne vais pas me tromper encore? Est-ce que je ne vais pas faire d'erreur? Est-ce que ce processus d'achat que je n'ai jamais utilisé, si je l'utilise aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas être un échec pour moi? Est-ce qu'en réalité, le prix qu'on me propose n'est pas si élevé que ça? Est-ce que pour moi qui voulais acheter notamment du café moulu, aller acheter par exemple du Nespresso qui coûte 2 ou 3 fois plus cher, est-ce que ça ne va pas être un risque pour moi? Il va avoir peur. Mais il n'y a aucune information dans le produit qui le gêne. C'est la différence entre les freins et la dissonance cognitive. Dans la dissonance cognitive, il y a des informations contradictoires. Mais ici, il n'y a pas d'informations contradictoires. Il y a des facteurs personnels qui vont faire que j'ai envie d'acheter ce produit, mais en réalité, j'ai peur. J'ai peur en raison de mon expérience, de ma personnalité, etc. Voilà. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que ces peurs vont être justifiées par la crainte d'acheter un produit de mauvaise qualité. Ça arrive souvent. Quelquefois, vous présentez un produit à quelqu'un en lui disant « j'ai un produit nouveau, ça vient de tel, etc. » L'individu va se dire « ah mais c'est très bon », vous lui présentez les vertus du produit, il va se dire « mais c'est énorme, c'est exactement ce que je voulais ».
Mais après, il va commencer par se dire, en fin de compte, j'ai pas vu la vidéo, j'ai pas vu les gens en parler, ils n'ont pas fait de pub, mon Dieu, est-ce que c'est pas un produit qui sort de nulle part? Il peut avoir peur. Se dire, je vais acheter ce produit, mais en fin de compte, c'est peut-être un produit de mauvaise qualité. Ça, c'est une des peurs que le client peut exprimer. Il y a une autre peur. C'est la peur d'être victime, par exemple, d'un service après-vente défaillant. Parce que ça, c'est dans le cas des biens d'équipement. Voilà, vous venez acheter un bien d'équipement, ordinateur, ou voiture, ou frigo, ou enfin, tout ce que vous voulez, et derrière, on vous rassure que oui, mais nous, c'est parfait, etc. et tout. Et c'est vrai que je plains beaucoup de clients qui ont pâti, en tout cas, de mauvais services après-vente de beaucoup d'entreprises quand même, parce que je crois que généralement, au Sénégal, il y a beaucoup d'efforts que les entreprises doivent faire pour respecter leurs promesses, parce que à beaucoup de clients, on raconte des très très belles choses sur les services après-vente, sur l'accueil client, sur le service client, et qui derrière en fait ne sont pas des réalités. Et quand on regarde certaines pages Facebook, on se rend compte qu'il y a encore énormément d'efforts à faire parce que beaucoup de gens se plaignent, et ces plaintes-là touchent globalement une bonne partie des entreprises. J'invite les entreprises à améliorer leur marketing et à savoir qu'une promesse est une dette. Et quand on s'engage, ben on est lié, quoi. Voilà. Et il faut respecter son engagement dans la mesure du possible et toujours rester en communication avec son client pour lui montrer qu'on a envie de bien faire, même si dans les cas particuliers, on n'arrive pas à bien faire. Voilà. Donc, les clients, quelquefois, il va se dire, ok, vous me vendez le produit un peu plus cher parce que c'est garanti 1 an, parce que c'est garanti 2 ans, parce qu'il y a d'autres aspects qui peuvent être proposés. Quelquefois, le client peut se dire, ok, le produit, il me semble très très bon, c'est une marque internationale que je connais, je l'ai déjà vu dans un autre pays, beaucoup de gens disent que c'est une très très bonne marque, mais le problème est que le revendeur qui est là au niveau du Sénégal, là, que je vois, qui est avec moi, je me demande, est-ce que lui, il est aussi sérieux que le revendeur qui est dans un autre pays? Est-ce que derrière, après avoir encaissé son argent, si j'ai un problème, si je l'appelle, est-ce qu'il va venir? Si je l'appelle, s'il vient, est-ce qu'il ne va pas me dire, mais en fin de compte, ça ne rentre pas dans la garantie, il faudrait aussi que tu me payes de l'argent, etc. Est-ce qu'il ne va pas venir en retard? Est-ce que... Et ça, c'est des gros problèmes. C'est pourquoi, quelquefois, le client peut avoir une peur pour choisir votre produit ou votre service. Et ça aussi, je crois que c'est un aspect sur lequel il faut faire très attention. Une autre peur du client, c'est la peur de ne pas savoir utiliser votre matériel. Parce que quelquefois, les gens vont dire, oui, mais c'est un téléphone, c'est très facile, c'est comme tous les téléphones. Et c'est faux. Tous les téléphones ne sont pas les mêmes. Et les téléphones ont des spécificités très particulières par marque et par niveau. Donc, quelquefois, vous donnez au client un produit qu'il va acheter très très cher et après, il ne l'exploite même pas à 20% parce qu'il ne sait pas utiliser. Quelquefois, vous lui donnez, je ne sais pas moi, des tondeuses ou enfin, bon, n'importe quel produit. Quelquefois, on dit aux gens, oui, mais c'est quel type de produit vous pouvez utiliser. Ou bien, il y a vraiment le document là, le guide d'emploi, ça va être facile, etc. Ou bien aller sur YouTube, etc. Non. Ça ne rassure pas un client. Et quelquefois, ça va être, les clients sont compliqués, on leur dit qu'il y a des guides, il y a tout ce qu'il faut, il y a des vidéos, mais ils ne sont pas... Mais chacun a sa manière d'absorber la connaissance. Il faut respecter la manière de l'autre d'absorber la connaissance. Et ça, je voudrais que chacun y fasse attention, parce que le résultat, ça va être, les clients vont dire, ok, en fin de compte, il y a toutes ces ressources, mais moi, je voudrais que vous preniez votre temps de m'expliquer moi-même. Si vous n'avez pas le temps, ben, je n'achète pas. Et ils s'en vont, parce que c'est une crainte. Quelquefois, c'est la crainte de payer trop cher, parce que aussi, nous tous, on rencontre des gens bizarres. Voilà, vous allez avoir un produit qui généralement va coûter un petit 20 000, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous vendre à 50 000, à 100 000, etc. C'est pourquoi maintenant les clients, systématiquement, ont envie quand même de vous dire, souvent vous proposez un produit, l'individu est vraiment, il flash sur le produit. Mais il va vous dire, laissez-moi 30 minutes, je vais voir, laissez-moi demain. Et en général, c'est laissez-moi 30 minutes ou laissez-moi demain, c'est pour aller sur l'internet et vérifier. Est-ce que le prix que vous me donnez est bon? Aujourd'hui, c'est ça la chance que nous, consommateurs, on a. On peut aller vérifier, on peut aller comparer pour voir est-ce que le prix que vous me proposez est bon ou pas. Parce que souvent, il y a quand même des gens qui arrivent à proposer des produits à des prix extrêmement exorbitants. Et il n'y a rien de plus difficile que d'acheter un produit, de le présenter à ses copains ou ses amis ou sa famille qui vous disent, en fin de compte, tu t'es fait avoir, tu l'as acheté un peu plus cher. Donc ça, c'est aussi une crainte. Et bien sûr, il y a la crainte d'être ridicule, de faire un achat dont on pense que c'est un achat excellent, alors que c'est un achat qui est dépassé de mode, qui n'est pas de bonne qualité, ou qui est délaissé, etc. Et tout ça, c'est des choses. Voilà. Donc, les clients éprouvent des craintes. Et ces craintes-là sont très importantes à comprendre. Parce que si on ne comprend pas les craintes, on ne peut pas apaiser le client. Et l'argumentation, par essence, c'est répondre aux attentes du client. C'est ça, un bon argumentaire, c'est montrer au client que les bénéfices que tu attends sont dans mon produit
ou dans mon service et voilà les preuves. C'est lui montrer que la solution que tu attends, c'est exactement ce que j'ai et vraiment c'est la solution qui n'a pas d'inconvénient pour toi. Et pour ça, il faut identifier les besoins, il faut identifier les motivations, il faut connaître l'attitude, donc le processus d'achat, il faut connaître notamment éventuellement les conflits de motivation, notamment la dissonance cognitive, il faut connaître les peurs que les clients peuvent éprouver et qui peuvent l'empêcher d'acheter votre produit ou votre service. Voilà, bien, on va s'en arrêter là pour ce soir. J'ai parlé un peu très longtemps, un peu plus longtemps, parce que ce soir je suis en forme, voilà, mais la dernière fois j'étais malade, vous ne l'avez peut-être même pas senti, parce qu'on est dans un cadre tellement bien, on est tellement motivé. On est tellement, en tout cas, choyé par M. Cherna Traoré et tout le personnel de l'hôtel colonial que très sérieusement, quand on vient ici, on oublie tout. Imaginez maintenant, pour quelqu'un qui vient faire une émission, je vous laisse imaginer celui qui vient pour se reposer ou faire en tout cas une petite, utiliser les salles pour une petite formation ou une rencontre, tout simplement. Bien. Je voudrais donc, avant de terminer, vous sensibiliser sur une chose très importante qui concerne les freins et les conflits de motivation. C'est deux choses très importantes. Un, pour pouvoir bien les identifier, il faut bien comprendre que les clients, dans le processus de négociation, émettent des objections. Ces objections peuvent être liées à des conflits de motivation, ça peut être lié à des freins. Et ces freins ou ces conflits de motivation-là, ces dissonances-là, tant qu'elle n'est pas levée, je peux vous jurer que le client n'achètera pas. Ou s'il achète, il fera tout pour vous rendre la vie dure après. Il va vous pourrir la vie. Parce qu'il va se dire, j'ai acheté parce qu'il a fait du forcing et en réalité, je n'étais pas vraiment convaincu. Il va rechercher tout ce qui peut l'amener à remettre en question la qualité de votre produit. Et ça n'en vaut pas la peine. Donc, vous faites le travail d'identifier, est-ce que dans notre dialogue, j'ai identifié une dissonance cognitive? Est-ce que dans notre dialogue, j'ai identifié les freins? Et cette identification-là, c'est le processus d'identification des objections. Et je rappelle que les objections verbales sont très rares. Le plus clair du temps, les objections sont non verbales. Donc, la prochaine émission ou l'autre, en tout cas, sur la découverte du client, vont être d'une importance capitale pour ceux qui nous suivent et qui veulent bien partager ce que nous leur donnons. Voilà. L'autre point, c'est que le fait d'identifier les difficultés auprès du client va permettre aussi à l'entreprise globalement de voir la part de ce qu'on appelle les non-consommateurs relatifs. Parce que ceux qui ont appris le marketing le savent, un produit n'a que deux marchés. C'est le marché des consommateurs actuels et le marché des non-consommateurs. Les non-consommateurs, c'est les non-consommateurs relatifs et ce qu'on appelle les non-consommateurs absolus. Et les non-consommateurs sont très importants à connaître parce que c'est les prospects, c'est les gens qui peuvent être demain de futurs nouveaux, en tout cas qui vont être demain de nouveaux clients. C'est les gens qui demain peuvent nous permettre d'encore plus gagner, notamment. Voilà. Alors, donc, ce qui va être important notamment, c'est quand vous rencontrez quelqu'un qui ne consomme pas le produit ou qui ne l'achète pas, ou le produit ou le service, parce que justement il a une dissonance cognitive, parce que justement il a des freins, c'est l'occasion de découvrir tout ça et de l'aider à passer l'étape pour aller vers la vente et devenir désormais un consommateur, entrer dans le marché des consommateurs. Et ce sera votre gain pour vous parce que c'est un client qui sera comptabilisé dans votre part de marché. C'est aussi voir pour les non-consommateurs absolus, notamment, quelle est la cause de non-consommation absolue? Parce que ça, c'est très, très important. Un non-consommateur absolu, ce n'est pas un client perdu définitivement. Ça aussi, il faut le comprendre. Quand on parle des non-consommateurs absolus, c'est des individus en réalité qui, en raison d'une spécificité, c'est-à-dire d'une propriété du produit, ne peuvent pas le consommer. Je donne un exemple très simple. Quand je vends du vin ou quand je vends du champagne, c'est l'exemple que je vais vous laisser d'ailleurs, quand je vends du champagne où il y a de l'alcool, il va de soi que les musulmans, en tout cas les bons musulmans pratiquants, ne vont pas l'utiliser parce que objectivement, ils ne peuvent pas le consommer pour des raisons religieuses. Les enfants, pour des raisons morales, ne peuvent pas consommer de l'alcool. Les personnes malades à qui on a interdit la consommation d'alcool ne pourront pas utiliser le champagne. Donc ils seront ce qu'on appelle des non-consommateurs absolus. Ils ne pourront pas objectivement consommer le produit tel quel. Mais c'est une idée, on peut s'en servir pour trouver un moyen de créer un nouveau marché. Quand on prenait le cas du champagne, en France par exemple, on a développé la marque Champomy.
La marque Champomy, c'est du champagne sans alcool et qui a permis de développer un marché énorme, qui a permis aux musulmans, aux enfants, aux gens malades de pouvoir prendre eux aussi du champagne dans des petites flûtes ou dans des longues flûtes avec toutes ces bulles tellement pétillantes et partager avec ceux qui prennent du champagne alcoolisé, du champagne non alcoolisé et faire la fête ensemble au lieu de faire une fête où certains vont faire du chin-chin parce qu'ils ont des belles flûtes et les autres on leur dit prenez votre tasse de jus d'orange, voilà. Et cette discrimination a été arrêtée, tout le monde est content parce qu'on a pu identifier les non-consommateurs absolus et développer un nouveau marché, voilà, bien. Donc la semaine prochaine, certainement qu'on va tomber sur la fête de la Tabaski, la fête du mouton, c'est la fête de l'Aïd. Je voudrais, en mon nom, au nom de l'Aïd Ombasek, je le ferai peut-être pas au nom de l'hôtel Colonia, mais je crois que Cheikh Natraoré m'autorisera à le faire au nom de l'hôtel Colonia, des charmantes personnes qui sont là. C'est des personnes particulièrement délicieuses, agréables. Je vous assure qu'il faut venir ici pour vivre ça. Il faut vivre cette expérience pour savoir comment ces gens sont extraordinaires, comment ils nous mettent dans de très très belles conditions. Vraiment, ça je voulais le dire avec beaucoup de plaisir, de bonheur, mais aussi de fierté. On voudrait donc vraiment, nous voudrions en tout cas, vous souhaiter une très très belle fête de l'Aïd el-Kabir. C'est une très très belle fête. Et c'est une fête tellement belle, en tout cas au Sénégal, que nous avons montré une chose énorme. C'est le seul pays où à Noël, tout le monde fête Noël, tout le monde a son arbre de Noël, ses jouets, son papa Noël. C'est le seul pays aussi à l'Aïd el-Kabir ou à la Korité, même les chrétiens vont acheter leurs moutons, s'habiller, etc. On est une grande nation. On a la chose la plus rare au monde, c'est la paix. On a une chose extrêmement rare, c'est la fraternité. Nous sommes des gens qui nous aimons profondément. On peut être divisé par tout, mais nous avons des liens tellement solides que personne ne pourra nous séparer. Ce n'est pas seulement un idéal, ce n'est pas seulement une réalité, mais c'est un gain qui n'est jamais obtenu définitivement. Je supplie tous les Sénégalais, malgré toutes les différences qui ne manquent pas et qui sont normales, dans une organisation, quand il n'y a pas de différence, c'est parce que l'organisation est anormale. Quand il n'y a pas de conflit, c'est parce que l'organisation est complètement anormale et ne fonctionne pas. Les conflits existent, les différents points de vue existent, mais nous avons en tant qu'humains une arme exceptionnelle, une arme extraordinaire, c'est le dialogue. C'est la confrontation d'idées, c'est l'argumentation, c'est trouver des points de convergence, c'est avoir des gentleman agreements pour se dire, dans nos conflits, on va voir ce sur quoi on est d'accord, ce sur quoi on n'est pas d'accord, ce sur quoi on n'est pas d'accord, comment régler ça à court terme, le reste à moyen terme et après le reste à très long terme. Cette idée que nous avons au Sénégal, qui existe aussi dans bien d'autres pays en Afrique, je voudrais qu'elle soit conservée, qu'elle soit gardée. Et vraiment, je souhaite à chacun une très très belle fête de Tabaski. Je vous vois dans les sites, dans les réseaux sociaux, très dynamiques, très citoyens, en train de dénoncer les mauvaises pratiques dans les entreprises. Ma démarche à moi, c'est de dire, les gens qu'on dénonce, peut-être qu'il faudrait leur rappeler aussi ce qu'ils doivent faire pour pouvoir mieux se comporter. Parce que dans ma conviction personnelle, le client est le roi. Dans ma conviction personnelle, quelqu'un qui travaille, son principal rémunérateur qui lui permet d'avoir de la dignité s'appelle client et que ce client n'a pas de prix et ce client est d'une importance capitale. Mais je voudrais aussi supplier ceux qui dénoncent parce que maintenant il y a des sites en réalité qui aident à augmenter la dénonciation pour que les entreprises réagissent. Quand les entreprises réagissent, corrigent, je voudrais aussi que ceux qui avaient dénoncé puissent avoir aussi la prestance vraiment d'aller aussi sur les mêmes sites ou sur leur page dire vraiment ils ont réglé mon problème, ils se sont débrouillés pour m'apporter une solution et je les félicite, je les encourage et je leur demande de ne plus refaire ça. Ça aussi c'est important. Les petits mots là, j'ai vu hier un post sur quelqu'un sur ma page parce que j'ai beaucoup d'amis qui parlaient de l'importance de dire merci. C'est très important les amis de dire merci. Merci c'est très important. Quand on est petit, on nous disait et le petit mot, c'est merci. Dire bonjour, c'est très important. Dire merci, c'est très important. On nous a éduqués comme ça. Nos parents ne sont pas battus à nous éduquer comme ça parce que c'est des choses qui n'ont pas de sens. C'est très important. Parce que quelqu'un qui se bat pour vous apporter une solution, même si vous l'avez payé, dites-lui merci. Et je voudrais que toutes les personnes qui dénoncent, après qu'on leur ait apporté des solutions, qu'ils puissent dire merci. Et le merci va encourager l'autre à essayer de ne plus faire la même erreur. Parce que le Sénégal nous appartient.
Je ne voudrais pas qu'on dénonce toutes ces entreprises au point qu'elles tombent en faillite. Parce que c'est des centaines de personnes qui y travaillent. Et si ces personnes perdent leur travail, c'est un problème. On ne peut pas se plaindre de dire que le gouvernement ou l'État de manière générale donne tout le travail aux étrangers et que nos petites entreprises nationales qui restent, on puisse quand même taper là-dessus. Les entreprises, je veux dire sénégalaises, qu'on puisse taper là-dessus. Donc ça aussi, il faut qu'on serre les coudes. Les étrangers ont des parts de marché importantes chez nous parce qu'eux, ils se serrent les coudes. Nous aussi, on doit nous serrer les coudes. Aimer nos produits, avoir une préférence pour nos produits, nos préférences pour nos marques. Aller dans des hôtels comme Colonia, prendre des eaux comme la Casamançaise. C'est très, très, très important. C'est pas que je suis contre les autres. Je ne dis pas aussi qu'il faut choisir la mauvaise qualité. À qualité égale, on choisit ce qui est chez nous. À qualité inégale, mais non, on va là où il y a plus de qualité. Je suis très d'accord là-dessus. Mais aidons ceux qui sont avec nous à avoir plus de qualité. Voilà. Je voudrais particulièrement vous remercier tous, vous souhaiter une très très belle soirée et vous dire que j'aurai beaucoup de plaisir en tout cas à vous retrouver. Et je remercie tous qui nous envoient des messages inbox notamment. Faites-le, demandez des débats, posez des questions. Nous sommes à votre entière disposition. Devenez à tout le monde et à très très bientôt sur la même chaîne Marketing TV Monde avec l'excellent, l'exceptionnel Laye Bamba Seck. Au revoir, merci.